Il faut imaginer un décor extrême, vraiment extrême. On est dans le désert du Namib, dans le sud-ouest de l'Afrique. Ouais, c'est pas vraiment la destination de vacances idéale, clairement. Ah non, pas du tout, hein. Il est 4 heures du matin. Et c'est l'un des endroits les plus arides et les plus impitoyables de la planète. Il tombe moins d'1 centimètre de pluie par an. C'est rien du tout. Absolument rien. Il n'y a pas de rivière, pas de puits, et le ciel est juste désespérément vide de nuages. Il n'y a que des dunes de sable glacées par la nuit, un vent constant et une obscurité totale. Un vrai cauchemar pour la survie. Exactement. Et pourtant, en ce moment même, au beau milieu de ce désert absolu, il y a quelque chose qui est en train de boire. Et le plus dingue, c'est que cette créature ne creuse pas du tout pour trouver une nappe phréatique miraculeuse. Elle grignote pas non plus des racines pleines de sève. En fait, elle extrait son eau, littéralement, de l'air. C'est complètement fou, ouais. On parle du Stenocara gracilipes. C'est un petit coléoptère noir qui fait à peu près la taille d'un ongle, Tout petit, oui. tout petit. Et chaque matin, avant que le soleil ne transforme le sable en fournaise, ce minuscule insecte fait une sorte de routine de yoga de l'extrême en fait. Une séance de yoga, ouais, c'est une bonne image. C'est ça. Il grimpe tout en haut d'une dune, il plante ses pattes avant dans le sable et il lève son abdomen en l'air à un angle très très précis. Et là, il attend. Juste comme ça. Immobile. Immobile, ouais. Et quelques minutes plus tard, des gouttes d'eau glissent le long de son dos jusque dans sa bouche. En fait, il boit le brouillard. C'est un mécanisme de survie d'une élégance absolue. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ce petit rituel matinal a déclenché une véritable révolution dans la science des matériaux. Et dans l'ingénierie aussi. Tout à fait. C'est vraiment la base de l'innovation humaine récente sur ce sujet. C'est tout l'objet de notre plongée approfondie d'aujourd'hui. On va analyser les notes, les études et les transcriptions qu'on a rassemblées, notamment à partir d'une série d'explications très détaillées d'une vidéo de la vie autonome. Une source vraiment riche d'ailleurs. Oh oui, très riche. Et ces documents décortiquent tout ce phénomène. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre la science un peu spectaculaire qui permet de récolter l'eau de l'air. Et aussi de voir comment ça transforme déjà des vies à l'échelle mondiale. Exactement. Et surtout, comment n'importe qui peut utiliser cette technologie dans son propre jardin. Parce que c'est hyper accessible au final. C'est ça. Bon, décortiquons tout ça. Parce que pour comprendre l'ingénierie moderne de la collecte d'eau, il faut regarder la carapace de cet insecte au microscope. C'est le point de départ de tout. Et le plus fou, c'est que pendant des millions d'années, ce secret est resté là, sous nos yeux, sans qu'on le comprenne vraiment. Jusqu'à assez récemment, en fait. Oui, c'est en 2001 que le monde scientifique a vraiment eu un choc. Un chercheur qui s'appelle Andrew Parker, il travaillait au Musée d'histoire naturelle de Londres, a publié un article dans la revue Nature. Une grosse référence, quoi. La référence absolue, oui. Il a placé le dos de ce petit coléoptère sous un microscope électronique. Et ce qu'il a découvert n'avait rien, mais alors rien à voir avec une simple surface lisse. Donc j'imagine que c'est pas juste la posture, la tête en bas, qui fait tout le boulot. Ah non. Alors, l'angle de 45 degrés face au vent, c'est crucial, bien sûr. Mais c'est vraiment la topographie de la carapace qui fait toute la magie. La surface, elle est recouverte d'un réseau hyper complexe de minuscules bosses séparées par de petites vallées. Des bosses et des vallées. D'accord. C'est ça. Et c'est une illustration parfaite d'un phénomène chimique qu'on appelle le contraste de mouillabilité. Le contraste de mouillabilité. D'accord. Traduisons ça pour ceux d'entre nous qui n'ont pas de doctorat en chimie des surfaces. Pas besoin de doctorat, rassure-toi. En fait, c'est l'interaction de deux propriétés totalement opposées, mais au même endroit. Ok. Opposé comment? Le sommet de chaque petite bosse sur le dos de l'insecte est hydrophile. En termes physiques, ça veut dire que ces sommets ont une énergie de surface très élevée. Attends. L'énergie de surface, ça veut dire quoi concrètement pour une goutte d'eau qui passe par là? Imagine que la matière cherche toujours à être dans l'état le plus stable possible, ok? Une surface avec une haute énergie, c'est instable. Elle veut s'attacher à d'autres molécules pour s'apaiser en quelque sorte. Ah donc elle attire tout ce qui passe. Exactement. Donc, quand la brume microscopique du désert passe sur le dos de l'insecte, ces bosses agissent chimiquement pour attirer la vapeur d'eau. Les molécules d'eau viennent s'y écraser et s'y accrocher avec force. Couverte d'un genre de velcro chimique qui n'attrape que l'eau. C'est une excellente analogie, le velcro, oui. Mais attends, si l'eau reste collée sur les bosses, l'insecte meurt de soif au final. Comment l'eau arrive-t-elle à sa bouche s'il y a du velcro partout? Eh bien, c'est là que les vallées entrent en jeu. L'espace entre ces bosses est recouvert d'une cire très spéciale, un peu comme un téflon naturel, tu vois. Ah,
un truc anti-adhésif. Voilà, c'est super hydrophobe. Cette cire repousse activement l'eau. Elle a une énergie de surface pour le coup extrêmement basse. Mais c'est brillant. En fait, pour visualiser le truc, c'est comme un flipper microscopique. Un flipper. Comment ça? Bah ouais, les bosses, ce sont les aimants qui capturent la balle, donc la vapeur d'eau. La petite goutte s'accroche, elle fusionne avec d'autres petites gouttelettes autour d'elle, elle grossit. Et à un moment donné, la goutte devient trop lourde pour rester accrochée à son petit aimant, la bosse. Oui, la physique reprend le dessus. Voilà, elle se détache. Mais au lieu de s'étaler partout, elle tombe dans ces vallées cireuses. Et ces vallées, c'est de véritables toboggans sans aucune friction. C'est exactement ça. Et comme l'insecte est incliné à 45 degrés, la gravité prend le relais, la goutte roule à toute vitesse sur ce toboggan et elle atterrit directement dans sa bouche. Zéro pompe, zéro électricité. Zéro pièce mobile, juste la chimie et la gravité. Oui. C'est vraiment la définition ultime du biomimétisme. C'est fou de se dire que ça existe depuis si longtemps. Oui, la nature a résolu le problème de la pénurie d'eau il y a 80 millions d'années, juste en utilisant de la physique pure. L'article de Parker, à l'époque, a fait l'effet d'une bombe, parce que il offrait un plan de construction parfait pour nous, les ingénieurs humains. Et justement, ça amène la question logique, est-ce qu'on a réussi à copier ce coléoptère? Parce que regarder un insecte boire sur une dune, c'est mignon, mais est-ce qu'on peut l'appliquer à nos matériaux industriels? C'est là que ça devient passionnant. Ouais, parce que les études qu'on a épluchées pour préparer cette analyse montrent des bonds technologiques hallucinants. Par exemple, en 2006, le MIT s'empare du sujet. Oui, l'Institut de technologie du Massachusetts. Voilà. Ils publient dans la revue Langmuir les résultats de leurs premiers essais sur des fibres synthétiques. Ils ont littéralement recréé ce contraste entre les zones hydrophiles et hydrophobes sur une simple maille. Et le résultat de ces essais, c'est pas juste une petite amélioration de l'ordre de 10% pour faire joli. Ah non, pas du tout. En imitant la carapace du scarabée, leur maille synthétique a augmenté son efficacité de collecte d'eau de plus de 300%. Ça par rapport à un filet standard. 300%, c'est énorme. Dans la science des matériaux, je te garantis que multiplier un rendement par 3 juste en changeant la texture de surface, c'est un changement de paradigme complet. Mais le truc, c'est qu'on ne s'est pas arrêté en 2006. On voit dans nos notes une étude beaucoup plus récente, de l'ETH Zurich, en 2021. Oui, l'école polytechnique fédérale de Zurich. Ils ont vraiment poussé le concept. Ouais, ils sont passés au niveau supérieur avec ce qu'ils appellent une, je cite, texture à double échelle. Alors, je veux bien essayer de deviner s'ils utilisent une double échelle. C'est qu'ils essayaient d'attraper l'eau à différentes tailles en même temps, non? Le raisonnement est tout à fait juste, oui. Parce que le brouillard, en fait, c'est pas du tout uniforme. Ah bon? C'est pas juste un gros nuage? Non, pas du tout. Il y a des gouttelettes relativement grosses qui voyagent avec le vent, et il y a aussi une brume ultra fine, qui est presque gazeuse. Ok, je vois la différence. Donc la texture à double échelle de Zurich, elle combine une macrostructure, un peu comme un grillage fin, tu vois, pour intercepter physiquement les grosses gouttes portées par le vent. D'accord, ça c'est pour la première échelle. Voilà. Et la deuxième, c'est une nanostructure appliquée sur les fils eux-mêmes pour forcer la condensation de cette brume invisible. C'est vraiment comme un filet de pêche qui attraperait à la fois les grands requins et le plancton microscopique. C'est une super métaphore. Mais le problème avec ce genre de technologie spatiale, sortie des labos de Zurich, c'est qu'en général, ça coûte une fortune absolue à produire. Et c'est là qu'intervient l'université de Münster en Allemagne en 2019. Eux, ils ont trouvé comment démocratiser ça, c'est ça? Tout à fait. Ils ont pris une bête maille en polypropylène, en gros le plastique le moins cher du monde, et ils l'ont recouverte d'un polymère à base de silice. De la silice. C'est ce qu'on trouve dans le sable, non? Oui, la silice, c'est le composant principal du verre et du sable, et c'est naturellement super hydrophile. En appliquant ce revêtement, ils ont réussi à multiplier la collecte d'eau par 2,4 dans les mêmes conditions climatiques. Et le coût de ce traitement à la silice? Attention, c'est là que c'est fou. Environ 1,20 $ par mètre carré. C'est presque gratuit à ce stade. C'est absurde, tellement c'est peu cher. Du coup, on arrive à des rendements très très concrets sur le papier. Les données montrent qu'avec un simple filet d'1 mètre carré, dans une région où le brouillard est régulier, on peut récolter entre 3 et 10 litres d'eau potable par jour. Imagine un peu l'impact.
10 litres d'eau potable tous les jours, avec un bout de plastique traité qui coûte moins cher qu'un café en terrasse. Mais du coup, ça pose une vraie question de fond. Le MIT valide le concept, Zurich l'optimise, Münster le rend presque gratuit. On a des chiffres incroyables en laboratoire. C'est indéniable, oui. Sauf qu'un laboratoire suisse immaculé, c'est pas vraiment le monde réel. Comment cette technologie réagit-elle face aux tempêtes, à la poussière, aux éléments sauvages? Est-ce que ça fonctionne vraiment en dehors des campus universitaires fermés? Eh bien, la réponse se trouve sur le terrain, et d'ailleurs depuis bien plus longtemps qu'on ne l'imagine généralement. Ah ouais? Avant ces études récentes. Bien avant les revêtements nanostructurés, oui. Dès les années 90, il y a une petite organisation canadienne à but non lucratif appelée FogQuest qui testait déjà le concept à grande échelle. FogQuest, les pionniers du brouillard? Exactement. Et pendant que les scientifiques étudiaient encore les insectes dans les labos, eux, FogQuest, ils déployaient de grands filets collecteurs dans des environnements parmi les plus rudes de la planète. Oui, on a vu ça. Ils sont allés dans les montagnes du Chili, au Népal, au Maroc. On parle de villages où les sources d'eau sont si éloignées que les femmes devaient marcher 4 heures par jour. Tous les jours. Tous les jours, ouais. Avec des bidons sur le dos, juste pour que leur famille puisse boire. C'est les conditions de vie extrêmes. Et le déploiement le plus massif et le plus documenté qu'on retrouve dans nos dossiers, c'est en Érythrée. Ah oui, l'exemple de l'Érythrée, c'est fascinant. FogQuest a choisi une crête montagneuse super isolée, à 2100 mètres d'altitude. C'est un endroit parfait sur le papier, hein. C'est balayé par les vents humides, mais paradoxalement, les sols sont secs. Et là, ils ont installé quoi? 15 collecteurs, c'est ça? Oui, 15 collecteurs massifs de 40 mètres carrés chacun. Les chiffres de ce projet me laissent sans voix à chaque fois. Pendant la saison des brouillards intenses, ce réseau de filets perchés sur une crête aride a fourni une moyenne de 13 000 litres d'eau potable par jour. 13 000 litres? 13 000, tombés du ciel sans une seule goutte de pluie. Ça a littéralement transformé la région, fournissant de l'eau en abondance pour plus de 1000 personnes. Et financièrement, c'est un cas d'école parfait. Le coût total de l'installation pour fournir tout le village s'élevait à environ 50 000 $. Ce qui veut dire c'est à peine 50 $ par personne. 50 $ pour un système d'eau permanent. Sans avoir besoin de faire un forage profond. Sans usine de dessalement, sans carburant acheté tous les mois, sans tuyaux raccordés à une ville lointaine, et surtout sans aucune facture d'eau mensuelle. C'est juste l'atmosphère et la gravité qui font 100% du boulot. C'est brillant. Et ces résultats soulèvent d'ailleurs le grand paradoxe économique de notre analyse d'aujourd'hui. Oui, c'est le fameux point de tension qu'on a repéré dans la vidéo source de La vie autonome. Alors, pour être parfaitement clair, on ne prend pas parti ici, on se contente de rapporter ce qui est expliqué dans la source. Mais l'auteur de la vidéo affirme que cette technologie est délibérément ignorée par les infrastructures grand public. Et qu'elle n'est absolument pas financée par les géants comme Nestlé ou Coca-Cola, oui. Voilà. Et selon lui, des lobbies maintiendraient même ces solutions hors des plans d'urbanisme municipaux. Si l'on relie ça à la vue d'ensemble, la logique décrypte dans la source est purement économique. En fait, les matériaux que nous étudions mettent en lumière une friction très intéressante entre la technologie décentralisée et nos modèles économiques classiques. C'est-à-dire? Eh bien, si un village ou même un quartier urbain devient totalement autonome en eau, avec une technologie qui coûte quelques dizaines de dollars par habitant, la dynamique commerciale s'effondre. C'est une logique implacable quand on y pense. Les infrastructures centralisées, qu'il s'agisse du réseau d'eau municipal ou de la grande industrie de l'eau en bouteille, elles reposent toutes sur un modèle de clients dépendant. Des clients qui paient au volume ou à l'abonnement régulier. C'est ça, on comprend vite pourquoi il y a très peu d'incitation pour de grandes entreprises privées à financer massivement des campagnes télévisées pour promouvoir des filets à brouillard open source que tu peux faire toi-même. C'est le fameux paradoxe économique. L'autonomie totale des gens ne génère pas de revenus récurrents pour une entreprise. Ouais, ça rapporte rien. Ce qui explique en partie pourquoi, malgré l'efficacité qui est prouvée depuis 20 ans sur le terrain par des ONG comme FogQuest, cette technologie reste totalement absente des grands plans d'urbanisme ou des grosses conversations institutionnelles sur le climat. C'est peut-être une solution qui est juste trop simple, trop bon marché, et qui nécessite aucun intermédiaire une fois qu'elle est installée dans le jardin. Exactement. Mais du coup, puisque les institutions ne semblent pas se ruer sur l'occasion, l'approche qui ressort de tous ces documents qu'on a lus, c'est vraiment l'action à l'échelle de l'individu ou de la communauté locale. Prendre les choses en main. C'est ça. Et la beauté de la chose, c'est qu'il n'y a pas de brevet restrictif qui vous empêche de le faire. C'est de la physique de base. Les plans sont en libre accès, ils sont open source. C'est accessible à tout le monde. Donc, mettons les mains dans le cambouis un instant, comment on construit ce système concrètement chez soi? Disons,
dans son jardin ou sur un bout de terrain agricole. En fait, c'est étonnamment simple sur le plan du matériel. Si l'on suit les recommandations techniques des experts du terrain, un budget de 40 à 80 $ et une virée dans un magasin de bricolage du coin, ça suffit amplement pour une petite installation domestique. 40 balles, c'est vraiment que dalle. Oui, il y a juste 3 composants principaux à rassembler. La structure, le filet et le système de récupération de l'eau. Ok, alors pour la structure, j'imagine qu'on prend des poteaux bien solides, du bois traité pour l'extérieur ou des gros tuyaux en acier galvanisé. Oui, et la règle d'or qu'on retrouve absolument partout dans les manuels, c'est qu'il faut creuser profondément pour les ancrer. À quel point profondément? Au moins 45 cm dans le sol, avec du béton coulé si possible. Ah oui, c'est pas juste planté dans la pelouse. Non, parce qu'on crée littéralement une voile de bateau géante. Et quand le vent va s'engouffrer dedans, la tension sur la structure sera énorme. D'accord, c'est logique. Ensuite, en bas de cette voile, on fixe une gouttière de collecte. De ce que j'ai vu, un simple tuyau en PVC un peu large, coupé en deux dans la longueur, ça fait parfaitement l'affaire. C'est ça. Et cette gouttière doit être légèrement inclinée, évidemment, pour envoyer l'eau recueillie vers un réservoir couvert. Couvert, t'insistes là-dessus? Ah oui, le couvercle du réservoir est non négociable. Si on laisse l'eau pure récoltée à l'air libre, l'évaporation va voler une grande partie de la récolte de la journée. C'est dommage de perdre l'eau qu'on vient juste de capturer de l'air. Surtout que la lumière directe du soleil va faire proliférer des algues dans l'eau très rapidement. Très clair. Il faut fermer le bidon. Mais alors, sur la question du filet lui-même, moi je me fais un peu l'avocat du diable. Je me dis, mon but, c'est d'attraper de l'eau dans l'air. J'ai une vieille moustiquaire de fenêtre qui traîne dans mon garage, ou même un vieux drap en coton bien épais. Je l'étends bien fort entre mes deux poteaux, et c'est parti, non? Alors là, c'est l'erreur numéro 1. Ah bon? Oui, et la dynamique des fluides déteste notre intuition sur ce point précis. Si on utilise une simple moustiquaire, ou pire, un drap, on court à la catastrophe technique. Mais pourquoi? Un drap, ça va tout bloquer, c'est parfait pour attraper l'humidité. Justement, la recherche a défini un standard très précis pour que ça marche. Il faut utiliser un tricot de type Rachel, généralement en polypropylène, ou en polyéthylène. Tricot Rachel, ok? Le point crucial de ce tricot, c'est qu'il ne s'effiloche pas du tout s'il se déchire, ce qui est vital dans des vents violents. Mais surtout, et c'est là que ça devient contre-intuitif, son coefficient d'ombrage doit être d'environ 35%. Attends. 35%. Ça veut dire que 65% du filet, c'est du vide, c'est des trous. Exactement. Mais si je veux capturer le brouillard, je devrais utiliser un tissu hyper dense pour bloquer l'air au maximum. Pourquoi on laisse autant de trous? L'eau va passer à travers. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Faisons une petite expérience de pensée. Imagine qu'il y a énormément de vent dehors. Ok, ça souffle fort. Et tu essayes d'attraper ce vent avec un grand morceau de carton bien rigide, sans aucun trou. L'air ne peut pas passer à travers le carton. Logique. Donc, la pression monte très fort devant le carton. Ouais, ça pousse. Et le vent finit par contourner massivement les bords du carton pour s'échapper. C'est l'effet Bernoulli en physique. Ah ok, donc le flux d'air crée une sorte de coussin de pression invisible juste devant le carton et l'air glisse sur les côtés au lieu de taper dedans. Exactement. Et si on utilise un tissu trop dense, comme ton drap, le filet agit comme un mur, le brouillard rebondit sur ce coussin de pression d'air et contourne simplement toute l'installation sans même toucher les fibres. Ah, donc on attrape 0 goutte. Zéro. À l'inverse, si on prend l'extrême inverse, une raquette de tennis sans cordage, le vent passe complètement au travers, mais on n'attrape rien non plus, car il n'y a pas de surface de contact. Je vois. Et donc 35%. C'est le juste milieu parfait. Il a été testé et retesté par l'ingénierie depuis des décennies. Ce ratio freine suffisamment le vent pour forcer les gouttelettes microscopiques à venir percuter les fibres, tout en laissant passer assez d'air à travers pour éviter que le coussin de pression ne se forme et que le brouillard ne contourne le filet. La raquette de tennis contre le carton plein. Je visualise parfaitement l'idée. C'est très clair. C'est bluffant comment un petit détail technique, en apparence anodin, change absolument tout au résultat. La physique est impitoyable avec les détails. Et d'ailleurs, la géographie compte tout autant que le maillage du filet. Oui, on ne peut pas mettre ça n'importe où, j'imagine. Si on vit dans le fond d'une vallée super encaissée et qu'il n'y a jamais de vent, ça sert à rien de s'embêter. Ça ne marchera pas. Les données de déploiement sont très claires là-dessus. Il faut des vents réguliers qui soufflent entre 2 et 10 mètres par seconde.
donc on vise plutôt les côtes maritimes, les crêtes de collines, les zones où l'air marin ou très humide vient rencontrer un relief. Et le positionnement du cadre obéit aussi à des règles très strictes. Le filet doit être parfaitement perpendiculaire au vent dominant de la région. Logique, il faut être face au vent. Oui, parce que le filet ne va pas aspirer l'eau de l'air magiquement. Il intercepte uniquement ce qui vient frapper directement sa surface. S'il est placé de biais par rapport au vent, il devient presque aérodynamiquement invisible. Ça passe à côté. Exactement. Par ailleurs, il faut absolument dégager l'espace tout autour. Si on le colle à 2 mètres derrière un gros bosquet d'arbres ou derrière le mur du garage, le flux d'air est déjà complètement perturbé. Et ça ruine l'effet. Et c'est ce qui nous amène à la phase la plus critique, je crois, ce que tous nos documents appellent la période de calibrage des 30 jours. Oui, l'épreuve de patience. C'est très souvent là que les gens abandonnent, et c'est vraiment dommage. Au début, on installe son filet avec son petit tricot Rachel parfait à 35%, on est tout fier, et on revient une semaine plus tard et il y a à peine 2 pauvres litres d'eau dans le gros bidon. Et là, on se dit, oh mâche, ça ne marche pas. Cette vidéo, c'était une arnaque. C'est ça. Alors que dans la réalité, la différence entre une récolte minime de 2 litres et un rendement maximal de 10 ou 15 litres, ça ne dépend presque jamais d'un défaut du matériel. C'est presque toujours une erreur d'alignement. Les courants d'air sont hyper locaux en fait. Exactement. Il faut observer son installation tous les jours pendant le premier mois. Tourner le cadre de seulement 10 degrés vers la gauche ou la droite pour mieux faire face au vrai couloir de vent naturel. Ou même le surélever un peu, non? Oui, surélever le filet d'à peine un demi-mètre pour le sortir de la turbulence créée par le sol, ça peut littéralement doubler ou tripler le rendement du jour au lendemain. C'est incroyable. C'est la phase où l'on passe du statut de petit bricoleur du dimanche à celui d'ingénieur de terrain. C'est ça, on écoute son environnement. Et une fois que ce système est bien calibré, c'est une horlogerie parfaite. Plus besoin d'y toucher. Et pour l'utilisation de cette eau, si l'objectif final c'est d'avoir de l'eau potable pour la maison, Alors, une simple filtration de base est recommandée, genre un filtre à sable ou à céramique classique. C'est juste pour enlever les petites poussières ou les insectes portés par le vent. L'eau en elle-même est très pure. mais au-delà de l'eau potable, l'application la plus immédiate et la plus simple pour ceux qui ont un jardin, c'est l'agriculture et l'autonomie alimentaire. Ah oui, c'est un combo parfait. Nos notes suggèrent de coupler le filet collecteur avec un kit d'irrigation goutte à goutte passif. Dans les magasins spécialisés, ça coûte dans les 25 $ à tout casser. Pas besoin de pompe, encore une fois. Non. Si votre réservoir d'eau est placé sur un petit monticule, disons juste 45 ou 50 cm au-dessus du niveau de votre potager, vous n'avez besoin de rien d'autre. La gravité fait le travail. Exactement. La gravité pousse l'eau capturée dans les tuyaux poreux qui vont nourrir directement les racines de vos plantes au goutte à goutte. C'est un circuit fermé incroyable. C'est presque poétique. Le jardin pousse en s'abreuvant littéralement de l'humidité du vent sans que la personne n'ait jamais eu à ouvrir un robinet du réseau. Quand on prend un peu de recul sur tout ça, l'élégance de tout ce parcours technologique est saisissante. On a commencé avec l'image d'un petit coléoptère, le Stenocara gracilipes, perdu dans la froideur nocturne du désert du Namib. Un insecte qui survit uniquement grâce à la texture hydrophile et hydrophobe de sa carapace. Et de là, la science des matériaux a pris le relais. L'ingénierie a peaufiné l'aérodynamisme avec des mailles très spécifiques, comme le filet Rachel. Et ensuite, le terrain a prouvé que ça pouvait étancher la soif de villages entiers dans les montagnes d'Érythrée pour un coût dérisoire. Et aujourd'hui, c'est carrément devenu une technologie abordable, hyper documentée, sans aucun brevet bloquant. C'est capable d'offrir une véritable souveraineté en eau pour le prix de quelques repas au restaurant. À condition, bien sûr, d'avoir la patience de comprendre le vent chez soi et de calibrer son filet. Bien sûr, faut y mettre un peu du sien, mais au terme de cette analyse approfondie, ça soulève une réflexion qui me semble beaucoup plus vaste. La nature a conçu ce petit chef-d'œuvre de survie il y a 80 millions d'années. Ouais. Notre technologie peut aujourd'hui le répliquer à grande échelle pour une poignée de dollars. Et l'ironie économique qu'on a évoquée tout à l'heure montre que nos modèles d'infrastructure actuels préfèrent souvent des clients connectés au réseau et bien dépendants plutôt que des citoyens radicalement autonomes. Ça fait réfléchir sur nos priorités d'innovation. Complètement. Ça pousse vraiment à se demander, face aux grandes crises mondiales de notre époque, que ce soit l'énergie, l'agriculture ou même la gestion des déchets, Oui, il y a tellement de défis. combien d'autres solutions biologiques de ce genre sont actuellement sous nos yeux ?
Combien de ces solutions sont techniquement viables, à la portée de tous, mais restent totalement inexploitées simplement parce qu'elles rentrent pas dans les cases de la rentabilité de notre système centralisé? C'est une pensée assez vertigineuse quand on s'y penche. C'est clair. Et c'est certainement de quoi y regarder à deux fois, la prochaine fois qu'un simple petit insecte croisera votre chemin au petit matin.